Bonjour, avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve pour parler une nouvelle fois de vidéos, et cette fois de vidéos avec un drone, et plus précisément un drone qui a deux caméras. Alors évidemment, on va parler de montgolfière parce que mes vidéos portent sur des montgolfières, mais la montgolfière n'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse qu'on parle de montgolfière et de photos aériennes, n'hésitez pas à le dire, on fera quelque chose. En attendant, on se retrouve juste après l'intro. Pourquoi je voulais vous parler de vidéos au travers des quatre petits clips que je vous mets en lien en bas de cette vidéo. Donc 4 clips où j'ai filmé tout simplement des montgolfières durant leur périple. C'est tout simplement parce que j'ai mis en œuvre un drone et que, comme vous le savez certainement, un drone c'est réglementé en termes de mise en œuvre. Là en l'occurrence, l'objet de voler en A1, donc c'est un petit peu le scénario de base. Où on va faire voler un drone aux alentours de 700 grammes. Celui-ci fait 724 ou 25 grammes. En l'occurrence, c'est un DJI R3S. Donc ça veut dire que dans ce scénario de vol, vous allez surtout ne jamais pénétrer en ville, d'accord? Or, les montgolfières, c'est des vols touristiques, enfin en partie des vols touristiques et pour d'autres des vols d'instruction. En fait, quand vous verrez des montgolfières avec des grosses nacelles, c'est des vols touristiques, c'est pour embarquer des passagers. Et puis quand vous allez avoir des toutes petites nacelles avec 2 ou 3 personnes dedans, souvent c'est du vol d'instruction, enfin en l'occurrence avec Envol Montgolfière, c'est du vol d'instruction sur les petites nacelles et du vol touristique sur les nacelles moyennes, et puis les grosses nacelles, puisqu'ils ont un gros ballon qui fait de mémoire 8500 mètres cubes, et permet d'embarquer une grosse douzaine de passagers. Mais c'est même pas le plus gros ballon qui existe. Hein. J'ai découvert le monde de la montgolfière en m'intéressant à eux. Il y a des trucs, il y a des dingueries avec des ballons de plus de 10 000 mètres cubes, des trucs... voilà. On est loin, loin, loin des frères montgolfiers quand ils ont inventé le procédé. Tout ça pour dire... Donc, filmer au drone ces montgolfières vont décoller à proximité de la ville, en cherchant à faire un passage au-dessus de la ville, parce que c'est absolument magnifique. Je vous mettrai, alors non pas des vidéos, mais des photos, puisque j'ai embarqué avec eux, donc je pourrais vous illustrer un petit peu l'ambiance à bord de la montgolfière. Et donc le vol montgolfière au-dessus de la ville de Saintes, voilà, absolument magnifique. Et c'est pour ça que les nacelles sont pleines. Pourquoi le drone va être un petit peu, entre guillemets, en difficulté? Tout simplement parce que l'endroit où décollent les montgolfières, c'est une prairie, c'est un ancien marécage. Et en fait, c'est un espèce de triangle, comme ça, qui vient s'encastrer dans la ville. Et la ville est de part et d'autre, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a une zone qui est hors zone densément peuplée, qu'on a, nous, en tant que drone, en scénario de vol A1, on ne peut pas survoler les zones densément peuplées, donc ça veut dire qu'on va devoir rester dans ce fameux triangle, mais que les montgolfières, elles vont partir du triangle et puis aller sur la ville, d'accord? Et puis éventuellement changer de direction. Souvent, ils font un départ sud pour aller vers le nord, et ils montent un petit peu, et ils se font embarquer soit à l'est, soit à l'ouest, ça dépend de la tendance du vent à ce moment-là. Donc du coup, avec le drone, on va pouvoir suivre au début, puis dès qu'on arrive en limite de l'urbanisation, paf, on doit s'arrêter, d'accord? Évidemment, on va pas aller loin, parce que la montgolfière, même si elle vole doucement, très vite elle est en ville, d'accord? Donc évidemment, on peut rester hors de la ville avec le grand angle et filmer la montgolfière, je vous mettrai des plans de coupe, hein, et filmer la montgolfière qui s'éloigne au-dessus de la ville, ça c'est facile à faire, ça pose pas de problème, ça nous permet de rester hors de la ville et de faire des panoramas qui sont extrêmement beaux, mais ce dont on a envie aussi, c'est d'aller chercher le détail, d'accord? Et c'est là que va entrer en jeu un truc dont vous verrez beaucoup de critiques sur internet de la part des youtubeurs drones, c'est ces fameux drones dotés de plusieurs caméras, d'accord? Vous avez des drones, des Mavic, les nouveaux Mavic qui ont 3 caméras, et vous avez les DJI R, les plus récents, les 2 derniers modèles, le R3 et le R3S, qui sont dotés de 2 caméras. Donc les mecs vont vous expliquer que c'est du gadget, que c'est superflu, blablabla, blablabla. Moi je vais tenir un discours radicalement différent, je vais vous dire, le bon drone c'est celui qui a au moins 2 caméras. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté un 24 mm, de l'autre un 70 mm. Et en termes de vidéo,
vous avez tout simplement deux valeurs de plan différentes. En un clic, parce que moi j'ai programmé le changement de caméra sur un bouton de fonction, j'appuie sur un bouton, pof, j'ai changé de valeur de plan. Comme ça, clac. J'ai pas besoin de faire un changement optique, d'accord? Si j'étais avec un réflexe, si j'ai mis un 24 mm, il faut démonter. Si on avait un super drone, parce que évidemment il y a des drones très haut de gamme avec des optiques interchangeables, notamment le drone Inspire 3, si vous voulez changer de caméra, il faut rappeler le drone, changer la caméra, le relancer, d'accord? Si vous êtes en train de suivre des montgolfières, c'est opérativement impossible. Pendant que vous ramenez le drone, la montgolfière se barre. Donc ça veut dire que les changements d'optique, ils se font en l'air, ils vont se faire, clic de bouton, paf paf, on change de plan. Et donc c'est là que ces drones hyper polyvalents, qui sont d'abord faits pour pouvoir être pliés, parce que ça c'est pliable, hein. Vous voyez, clac, voilà, on peut plier les quatre bras, et rentrer ça tout simplement, j'allais dire dans un sac à main, c'est peut-être un peu exagéré de mettre ce drone-là dans un sac à main, mais au moins dans un sac photo, ça veut dire que du coup il est portatif, il est facile à mettre en œuvre, rapide à mettre en œuvre, et qu'une fois en l'air, vous avez deux focales. D'accord? Et donc ça rend ces drones-là extrêmement performants parce que vous pouvez vous adapter à votre sujet en vol. D'accord? Et donc du coup, je vais carrément à contre-courant en vous disant, si vous devez choisir un drone, choisissez-en un qui a deux caméras et pas une seule. Alors, les tout petits drones, moi je les appelle les baby drones, les moins de 250 grammes, les fameux Mini 4 Pro, Mini 3 Pro, etc., qui sont des bons drones au demeurant, hein, eu égard au compromis évidemment, c'est un tout petit capteur parce que le drone est petit, mais ça a le mérite d'être extrêmement léger, puis si vous avez peur de le casser, c'est un drone un peu moins cher que celui-ci, qui est quand même drone seul à plus de 1000 €. Donc évidemment, si c'est votre premier drone, vous serez peut-être un peu comme ça, et vous aurez peut-être peur d'envoyer en l'air un truc à un billet de 1000 balles, et en vous disant, à un moment donné, s'il tombe dans le fleuve, voilà, il est perdu. Néanmoins, je fais une petite parenthèse sur ce qu'est le drone aujourd'hui. Les drones récents sont bardés de sécurité en tout genre. Il y a un retour d'expérience de la marque, parce qu'en l'occurrence, il n'y en a qu'une qui est à peu près crédible pour faire de la vidéo, de la photo. Je ne vais même pas citer le nom, mais vous m'aurez compris. D'ailleurs, je crois qu'on le voit là, le logo. Bref, donc il y a une marque qui est à peu près crédible, les autres ne sont pas encore assez mûrs, mais il faut les laisser travailler, leur laisser leur chance bientôt. Et donc cette marque-là a un retour d'expérience qui lui permet de concevoir des appareils qui sont extrêmement fiables. Moi, ce drone-là, c'est mon premier drone. J'y suis allé au début en serrant les fesses, hein, et puis je me suis rendu compte qu'en réalité, même en mode automatique, de toute façon, le drone se pilote lui-même extrêmement bien. Je pense qu'on peut avoir confiance dans ces appareils, en dépit de ce que disent certains. À une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes parce qu'ils étaient compliqués à prendre en main, parce qu'ils n'étaient pas fiables, etc., etc. Ce temps-là est révolu. Si vous prenez des modèles récents, ça se pilote bien, ça se prend bien en main, c'est fiable. C'est bardé de capteurs de sécurité, en l'occurrence celui-ci, il a des capteurs optiques anti-collision, il a un lidar qui fait de l'anti-collision uniquement en secteur frontal, mais c'est quand même vachement important. Alors le lidar, qu'est-ce que c'est? C'est un radar au laser, en fait il balaye l'environnement avec un faisceau laser, il mesure le retour et il sait s'il y a des obstacles. Néanmoins, il faut faire attention avec l'anti-collision sur drone, c'est que c'est de la, entre guillemets, basse résolution, c'est-à-dire que si vous avez un câble qui fait l'épaisseur d'un doigt, il le verra probablement pas. Je dis probablement parce que des fois il les capte quand même, et souvent il passe à côté. Donc un câble, ça peut être une branche, ça peut être, voilà. Donc la petite branche morte qui dépasse de l'arbre, si vous passez un ras de l'arbre, vous la prenez, hein. Voilà. En gros, la végétation, il faut faire attention, vous restez un peu à distance. Avec les montgolfières, d'ailleurs je vais vous donner deux conseils sur les montgolfières. Quand vous volez à proximité, vous avez un câble qui part du haut de la montgolfière, qui fait le tour du ballon et qui revient à la nacelle. C'est un câble qui sert quand la montgolfière est posée, on tire dessus, c'est pour abattre la toile sur le sol pour pouvoir la vider, la purger de son air chaud. C'est indispensable, sinon on passe des heures à attendre que le truc se dégonfle. Et donc ce câble-là, il y a de grandes chances que ni le lidar, ni les capteurs anti-collision le captent. Par contre, à la caméra, on le voit bien. Mais normalement, c'est un piège si vous voulez faire un POI, c'est-à-dire faire une orbite autour de la nacelle. Immanquablement, si c'est très près, vous allez
croiser la trajectoire du câble. Qui plus est, si l'aérostier, donc le pilote de la montgolfière, fait lui aussi un mouvement de montgolfière, s'il fait pivoter son ballon, forcément le câble peut venir vers vous. Donc faire très attention à ce détail-là, parce que si le câble tape les hélices, si vous pète une hélice, vous chutez. Le drone, il est foutu. La montgolfière, elle craint pas, rassurez-vous, mais le drone, s'il y a impact, il est claqué. Ok. Deuxième conseil, c'est peut-être celui que j'aurais dû donner en premier. Si vous voulez faire du travail en partenariat avec des montgolfières, ne faites pas ce que font certains de nos confrères pilotes de drone, de se pointer sans rien demander à personne et puis d'aller virevolter, en particulier un FPV, autour des ballons. Les aérostiers détestent être pris par surprise par un truc qui vole autour d'eux. D'ailleurs, il faut savoir que nous, en tant que pilote drone, on est pilote d'un aéronef, donc il faut se considérer à égalité avec tous les autres utilisateurs du ciel. On est utilisateur du ciel, les aérostiers sont utilisateurs du ciel, et le principe en tant qu'utilisateur du ciel, c'est qu'on ne fait pas d'abordage, c'est-à-dire qu'on n'approche pas un autre aéronef, d'accord? Seul cas particulier où on approche un aéronef, c'est quand on fait un vol patrouille, comme fait par exemple les voltigeurs, ou comme peuvent le faire des DR400 en aéroclub, on fait voler 2 DR400 en patrouille, tout simplement parce qu'on a la même destination, on fait un vol loisir, une navigation loisir, et qu'on a décidé de voler groupé. Ça se fait très bien, mais néanmoins ça ne s'improvise pas, d'accord? D'ailleurs, en aéronautique, dès qu'on fait des choses, on n'improvise rien. On définit son plan de vol avant de décoller, etc. On n'improvise rien. Même sur une mission militaire. En particulier d'ailleurs sur une mission militaire. Donc c'est important en drone de ne pas oublier que nous sommes un utilisateur du ciel avec un truc qui vole, même si c'est pas habité. On est les mêmes que les autres, si je puis dire, d'accord? Ce qui nous différencie des autres, c'est d'une part d'avoir un vol non habité, et également d'avoir l'aéronef le plus manœuvrant, d'accord? On est plus manœuvrant que tout le monde. On est plus manœuvrant que la montgolfière, évidemment. C'est l'aéronef le moins manœuvrant de l'univers, si je puis dire. Mais on reste plus manœuvrant qu'un Rafale, plus manœuvrant qu'un avion de ligne, plus manœuvrant qu'un avion d'aéroclub. On est plus manœuvrant qu'un hélicoptère. Donc ça veut dire d'ailleurs, en tant qu'aéronef le plus manœuvrant et non habité, on est prioritaire sur personne. La règle de priorité est importante, quand vous allez voler par exemple avec des montgolfières, c'est que la priorité donnée aux aéronefs les moins manœuvrants, donc les montgolfières par exemple, par rapport aux aéronefs les plus manœuvrants, et de l'autre côté, priorité donnée aux aéronefs habités par rapport aux aéronefs non habités. Donc nous, en drone, on les cumule, c'est-à-dire qu'on a l'aéronef non habité, l'aéronef le plus manœuvrant, donc forcément, en priorité, on est les derniers de la liste, ok? Mais bon, on a les moyens de s'en débrouiller. Et d'autre part, bah, voilà, moi je vole avec des montgolfières, les montgolfières, ils sont les moins manœuvrants, et c'est un vol habité, donc qui implique évidemment une sécurité accrue, puisque si jamais ils crachent, ça peut aller loin. Donc les aérostiers détestent qu'on vole près de leurs aéronefs, sans être prévenu et sans que ça soit coordonné. Donc en l'occurrence, moi, quand j'ai voulu faire ça, au départ j'ai voulu faire des photos, ce que j'ai fait d'ailleurs, donc je les ai appelés tout simplement, et puis j'ai expliqué ce que je voulais faire, ils m'ont très chaleureusement accueilli chez Envol Montgolfière, d'ailleurs je les remercie puisqu'on a fait quand même pas mal d'activités avec eux, tout à fait passionnantes. D'ailleurs je vous invite, hein, si vous voulez faire de la montgolfière en Charente-Maritime, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils pourront vous montrer des trucs, je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc, vous les contactez, vous expliquez ce que vous voulez faire. Normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, c'est important de se coordonner quand vous voulez faire des choses, en particulier avec des pilotes, quel que soit l'appareil. Parce qu'un vol, ça se prépare. Un vol drone, ça se prépare. Un vol montgolfière, ça se prépare, encore plus que le reste. Puisque comme ils sont tributaires du vent, c'est le vent qui leur permet de définir une trajectoire. En fait, le matin même, en fonction de ce qu'il y a, le soir, ils vont imaginer ce sur quoi ils peuvent compter, et ils vont tout repréciser le matin en disant, voilà, au sol, j'ai telle direction, telle intensité de vent, la couche au-dessus, telle direction, telle intensité, donc on va pouvoir, à partir de tel point de départ, faire telle trajectoire, aller au-dessus de la ville, puis une fois qu'on a passé la ville, on passe à l'est, et on va aller vers tel village, etc., etc. Donc c'est assez subtil comme pilotage, hein. C'est pas comme un avion, on revient à contre-courant du vent, plein gaz, et on va forcer le passage. Voilà, donc c'est important.
Donc là, je passe un message qui n'a rien à voir avec la vidéo, enfin qui n'a rien à voir avec le pilotage de drone, si je puis dire, plutôt une courtoisie, une règle de sécurité entre pilotes d'aéronefs. Et puis pour revenir sur mon sujet, très important, moi je vous conseille vivement d'avoir 2 caméras, puisque par exemple vous vous mettez en bord de ville, vous êtes à 24 mm, vous avez une vue globale, vous cliquez, vous êtes à 70 mm, et d'ailleurs souvent dans ma situation sur Saintes, quand je passe en 70 mm, non seulement on a l'impression d'être au-dessus de la ville, mais en plus, sans y être, c'est ça qui est important, sans y être, avoir l'impression d'être au-dessus de la ville sans y être, mais ce qui est important, c'est que finalement ça immerge tellement qu'on est obligé de reculer un peu le drone pour que la composition soit réellement intelligente. Souvent la cathédrale, par exemple, dès que je passe en 70 mm, elle est trop petite, trop serrée par rapport au cadre, je suis obligé de reculer le drone pour qu'elle rentre bien et qu'elle habite vraiment avec son paysage, qu'elle habite vraiment le cadre. Donc c'est pour ça, ça me fait dire que le 70 mm en drone, c'est important en termes de composition. Et c'est également important en termes de valeur de plan. Et là encore, je vais mettre un petit tacle à nos confrères pilotes de drone pur jus. Ils sont habitués aux 24 mm, au grand angle, aux effets de grand angle. Mais nous, on est photographes et on sait que chaque type de focale, donc les grands angles, les standards, les téléobjectifs, a un impact différent sur la composition. Grand angle, vue large, on a tendance à amplifier la profondeur avec le grand angle. A contrario, téléobjectif, on comprime les plans, on resserre. Si on cadre un sujet, évidemment, on met moins de contexte à l'arrière vu qu'on a resserré l'angle de champ. Et ça, c'est très important en termes d'expression et de composition, parce que dès qu'on va passer du 24 au 70 mm, on a cette sensation de téléobjectif, même s'il faut bien reconnaître qu'un 70 mm, c'est pas un vrai téléobjectif, c'est plus proche d'un standard. Mais néanmoins, la composition est radicalement différente, on a une impression du sujet qui est radicalement différente, et le fait de filmer en 70 mm a un cachet particulier qui va aussi permettre de se démarquer par rapport à des gens qui ne font que du 24 mm et du grand angle, de façon générale, en drone. Donc voilà, moi je vais passer un message. Alors j'ai pas trop parlé de mes vidéos sur les montgolfières, finalement ça me sert de prétexte pour parler de drone et de drone à 2 focales, voire 3 focales. Mais voilà, retenez un petit peu que voilà, en drone, la multifocale est un atout maître, c'est vraiment un atout maître, que ce soit pour faire de la photo ou pour faire de la vidéo. Parce qu'il va vous permettre d'avoir 2 lectures du paysage différentes, et puis il va vous permettre aussi, si vous êtes un pilote entre guillemets débutant qui n'a pas les licences qu'il faut, ni les drones qu'il faut, parce qu'il faut des drones particuliers, pour pouvoir voler au-dessus des espaces urbanisés, ben vous allez pouvoir rester en dehors, utiliser des caméras courtes focales pour aller chercher des détails sans pénétrer l'espace urbain. Donc moi j'ai fait ce choix-là parce que j'avais l'intention effectivement de travailler comme ça, pour pas avoir à pénétrer l'espace urbain, pouvoir travailler sur Saintes sans rentrer dans la ville. Et donc du coup c'est un choix qu'aujourd'hui je bénis parce que j'avais bien senti le truc, et du coup voilà. Là où j'ai peut-être un petit regret, c'est que j'ai choisi ce drone là parce que c'est un compromis, il est un peu moins cher qu'un Mavic, et du coup par rapport à la peur de planter le billet de 1000 balles qui se balade en l'air, évidemment un Mavic qui coûte, alors suivant la version, entre 2000 et 3000 euros seul sans la radiocommande, oui, mais aujourd'hui si c'était à refaire, un Mavic comme premier drone, faut pas hésiter, parce que voilà, ça se prend bien en main. Maintenant, si vous avez peur de vous lancer dans le monde du drone sans être accompagné, moi c'était aussi mon inquiétude, hein. Je voulais pas me lancer seul, je m'étais rapproché du club d'aéromodélisme, et j'ai été pour ainsi dire mal accueilli, on m'a expliqué que le drone c'était de la merde. Du coup je suis pas allé chez eux. Mais j'avais personne pour m'accompagner, donc j'ai fait les choses seul. Ça a participé aussi un peu à me faire flipper, parce que j'avais personne pour me dire non mais Wolfgang, t'inquiète pas. Et puis voilà, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes dans le 17, dans le 16, vous êtes à proximité, on peut peut-être aussi organiser des trucs pour que je vous aide à prendre en main des drones, que je vous aide à éventuellement à passer votre qualification A1, A3, donc c'est la toute première qualification que je vous recommande de passer, même si vous n'avez pas forcément l'intention de l'utiliser, parce que vous allez vouloir utiliser un petit drone C0. Moi je vous conseille d'avoir la qualif, d'avoir les bases, je vous conseille même la montée en compétence vers du A2. Rassurez-vous, c'est pas la mort à boire, mais le savoir qui est associé à la compétence A2, à mon sens,
c'est indispensable pour faire voler du C0. Donc, comment dire, pour vous faire voler du C0, vous pouvez voler sans qualification, mais moi je vous dis, le faites pas, parce que vous avez besoin du savoir qu'on a en A2. Voilà, donc je cherche pas à vous vendre des trucs, hein, je m'en fous. Si jamais je dois faire une petite session pour vous aider, donc une session en réel, hein, pas une vidéo, une session où on se voit sur le terrain et on fait de la manip pratique, ben voilà, c'est entre passionnés. Et je pense que la montée en compétence de tous les pilotes drones vers du A2 est indispensable. Je pense qu'il faut plaider ça. Mais on reparlera sûrement du drone et de ce qu'il est pertinent de faire pour vraiment être bien. La montée en compétence vers du CATS, moi je l'ai faite, hein, mon CATS il me sert à rien, je pilote pas en STS, je pilote pas en A2, je pilote pas en A3, je pilote en A1. Point. Donc effectivement j'ai besoin que de la licence de base, mais néanmoins la connaissance qui est associée aux autres qualifications m'apporte beaucoup, ça m'apporte aussi en crédibilité, parce que quand vous vous pointez devant un partenaire en lui disant bah voilà, j'ai toutes les qualifs européennes, ok, bam, j'ai X heures de vol, alors malheureusement l'aéronautique, on se masturbe la cervelle sur le quota d'heures de vol, c'est-à-dire qu'on confond le nombre d'expériences avec la qualité des expériences. Un peu comme le font certains photographes en disant ouais mais moi ça fait l'équivalent de ton âge que je fais de la photo, je suis meilleur. Malheureusement tous ceux qui m'ont tenu ce discours là n'ont aucune récompense internationale, moi où j'en ai plus de 140 aujourd'hui. Donc faut se méfier de ce raisonnement. D'ailleurs en drone, privilégiez la qualité de vos expériences, la qualité de vos manœuvres, plutôt que le temps que vous y passez. D'ailleurs votre batterie vous permettra de voler une demi-heure, donc vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. En attendant que se retrouve pour parler de tous ces sujets passionnants, j'avais prévu de faire une vidéo de 10 minutes, je pense qu'elle va en faire 20, c'est pas grave. En attendant qu'on se retrouve passionnément, faites vos projets, éclatez-vous, et à très bientôt.